William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ avec l'inénarrable David Togis et son superbe t-shirt de l'équipe de France de foot. Salut David. On n'a pas d'image, il ne faut pas dire ce genre de choses. Alors, on va écouter pendant cette heure d'émission un groupe... Pendant 7 heures, hein, pas 6, 7. Ça va être long. Hein. CE de TE. On va écouter un groupe, je sais pas, que tout le monde n'aime pas, apparemment, même si c'est un bon groupe de rock, quand même, à mon avis. Enfin, écoutez, regardez, si je vous propose ce titre, vous allez peut-être deviner. Attention, c'est parti, Break On Through. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side. Eh bien voilà, vous l'avez deviné, on va parler des Doors, les fameuses portes du ciel. Non, de la perception. Oui, ah oui, non mais attends, les portes du ciel, parce qu'il y en a quand même deux qui sont déjà arrivés au paradis. Ça fait un petit peu chrétien, là, tu m'inquiètes, là. Hein. On est sur RCJ, quand même. Alors, monsieur David Togis, les Doors, ça fait longtemps qu'on aurait dû faire une émission sur eux, non? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est rattrapé une extrémiste pour ce qui est, je crois, la dernière. La dernière de la saison, voilà. Bien sûr. Alors... un groupe, on va tout de suite mettre les plats dans le pied, un groupe qui est normalement centré, pour ne pas dire concentré, autour de Jim Morrison, et non pas Van, c'est un autre bonhomme, mais tu n'es pas d'accord là-dessus? Non, mais là, je crois que, en fait, tu projettes tes fantasmes adolescents à la sexualité un petit peu ambiguë, parce que Jim Morrison plaisait à tout le monde, hein, et il plaisait tellement qu'il y a eu cette fameuse phrase du magazine Rolling Stone en 1981. Tu la connais, bien sûr. C'est « Il est sexy, il est beau et il est mort ».
Voilà. Non, je la connaissais Et la pas. couverture, Elle c'était est Jim trop- Morrison. Elle est trop dure, ça. Voilà, et c'est tout un symbole parce que je crois qu'il y a bien des auditeurs, des auditrices qui se sont intéressés aux personnages avant la musique, avant même ses textes. Je défie quiconque d'analyser vraiment un texte de Morrison parce que c'est un petit peu délirant quand même. À côté de ça, pour la musique, on peut pas dire qu'il ait été extrêmement impliqué. On pourra parler de Robbie Krieger, par exemple, qui a signé énormément de musique et donc aussi des mélodies. Ça veut dire qu'il y avait plus que le texte. Et puis il faut dire aussi que c'était le seul qui n'était pas musicien au départ, Morrison. Donc d'une certaine manière, ils se sont bien trouvés parce que quand Manzarek le rencontre à la fac, il trouve... UCLA, exactement. Il trouve que ses poésies sont intéressantes, mais lui, il a déjà un certain bagage et il ne sait même pas s'il saura chanter ou pas. Et Morrison, lui, il a écrit des chansons, mais il n'a jamais fait de musique. Donc, l'idée du thème de ce soir, si tu veux bien, c'est que on essaye d'aller au-delà des clichés pour s'intéresser vraiment à la musique. Et je crois que Jim Morrison n'a pas besoin de nous, ni ce soir, ni demain, pour continuer à avoir cette aura extraordinaire. Mais quand même, moi, la première fois que j'ai écouté ce groupe, j'avais même pas 20 ans, et je me retrouve Avant-hier, donc. Je me retrouve avec un garçon, s'il m'écoute, il s'appelle Guy Czezinski. Guy, si tu m'écoutes et si tu es toujours vivant, eh bien, appelle-moi. En tous les cas, nous étions ensemble dans la chambre de la fac en Israël, Jérusalem, et le type, il écoutait les Doors non-stop. Et moi, je ne connaissais pas ce groupe. On est en fin 69, début 70. C'est dire si t'étais largué quand même, Voilà. parce qu'ils existaient depuis 4 ans. Oui, mais je ne connaissais pas. J'en connaissais beaucoup d'autres, mais les Doors. Et j'en parle à mon cousin qui est plus de ce monde non plus, mais qui était grand spécialiste de meilleur que moi, parce que lui, il était parisien, moi, j'étais un petit Bordelais qui arrive, donc on était un peu largués. Mais lui, qui connaissait bien les groupes, parce qu'il avait en plus rencontré les Beatles et tout, je l'ai raconté dans une autre émission, eh bien, il me dit, les Doors, mais c'est de la... Bref, je dirai pas le mot, parce qu'il est dans une En arabe, tu peux le dire, si tu veux. Il m'a dit, c'est un groupe bidon. J'ai dit, bon, mais pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Et sans m'expliquer pourquoi. Alors, je repars avec le Guy en question. On va en boîte. Et qu'est-ce qu'on écoute en boîte? Un titre qu'on ne peut pas écouter parce qu'il est trop long, c'est Riders on the Storm. Et là, j'ai été hypnotisé, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. T'es tombé en amour, comme on dit au Québec. Oui, non, mais c'est même pas une question d'amour, c'est que la musique, je suis rentré dedans, quoi. Je veux dire, j'étais pris par la musique et par le son, la voix, la tessiture lancinante de Jim Morrison. C'est pour ça que je dis c'est quand même un tout, non? T'es pas d'accord avec moi, alors? C'est ton point de vue très personnel. Hein. Oui, après, c'est vraiment très personnel. Je pense que les conditions dans lesquelles tu as découvert ce groupe sont pas les mêmes que quelqu'un qui découvrirait à mon avis, meilleur album du groupe, c'est-à-dire le dernier, L.A. Woman, où là, tout concorde, c'est-à-dire je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le meilleur. L'ambiance, la production, les musiciens, notamment le bassiste, parce que L.A. Woman sans basse n'existe pas. Donc il y a un bassiste dans ce groupe, ça vient de sortir. Il y a un bassiste, quand ils avaient envie, en studio, pour rendre leur musique plus présente. Et puis sur scène, les lignes de basse étaient jouées par Manzarek, qui jouait donc deux choses à la fois. Mais c'était pas l'idéal non plus au niveau du son. Heureusement que derrière, ils étaient bien calés les uns les autres. Mais en studio... sur les 5 albums, les 6 albums, la basse est pratiquement présente sur la moitié. Et puis, il y a de grands musiciens quand même qui jouent. Ah ben, on va écouter quand même un autre titre. J'adore ce titre aussi, franchement. Et je sais qu'on a volontairement, enfin, tu as volontairement, parce que tu as fait la playlist, écarté les titres longs, parce que finalement, on n'aurait pas eu le temps d'en écouter beaucoup. Donc, mais ce titre-là, j'aime bien. C'est Love Me Two Times, c'est de l'album Strange Days, on était en 1967, avant que je les découvre, t'as raison. Love Me Two Times. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times. I'm gone away. Love me one time, the
could not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two-time, girl. Lost me all through the week. Love me two-time. I'm gone away. Love me two-time. I'm gone away. Oh yeah. Love me one time. Could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two-time, girl. Lost me all through the week. Love me two-time. I'm gone away. Love me two-time, babe. Love me twice today. Love me two-time, babe. 'Cause I'm going away. Love me two-time, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me two-time. I'm going away. Love me two-time. I'm going away. Love me two times. I'm going away. J'adore. Franchement, c'est envoûtant. Vous écoutez les Doors avec David Togis à la batterie et John Densmore à la... Attends, ce gimmick, comment il s'appelle le batteur? C'est pas John Densmore? Oui, John Densmore. Et ce gimmick du batteur sans arrêt, ta 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 ta. Franchement, voilà un super titre de rock'n'roll. Et nous sommes qu'en 1967, monsieur David Togis. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce morceau envoûtant? Ils sont au stade de leur deuxième album et ils commencent à avoir un succès qui va se focaliser sur la qualité de la musique quand même, hein, au-delà de Morrison, qui lui va vite être agacé par le fait que son image cache tout, parce que lui, ce qu'il veut, c'est être un poète. Hein. Il ne faut pas oublier qu'ils sont tous sortis de la fac quand même. Ils ont une certaine ambition intellectuelle, même si Manzarek est à la fois le plus vieux et le plus diplômé, parce que lui, il a fini son master, et les autres... ont surtout des environnements très différents. Et c'est aussi ça qui fait la richesse de ce groupe, et on s'en rend pas forcément compte parce que on a l'impression que c'est un combo unique, qui sont vraiment que tous les quatre ne font qu'un, alors que si on regarde bien ce qu'ils ont fait avant, j'en ai déjà parlé, mais on a Morrison qui est avant tout un littéraire. Bon, il a fait des études de cinéma, donc il connaît le cinéma et la littérature. Il a notamment un grand intérêt pour tout ce qui vient de France, un peu comme Patti Smith plus tard. Hein. C'est très intello-américain, ça, d'adorer la culture française, les philosophes, etc. De se prendre pour Rimbaud, à un moment donné. Oui, et pour Baudelaire et d'autres. Et puis, il y a de l'autre côté Robbie Krieger, qui lui commençait par apprendre le flamenco, et qui a des bases techniques et théoriques assez solides. Et Densmore, qui lui a joué dans un big band et qui, dans son style, mélange à la fois le jazz, les musiques du monde et la musique d'harmonie. Et puis Manzarek, qui a appris assez sérieusement le piano et qui a très vite fait du jazz, comme on gagne sa vie, comme Gainsbourg a pu le faire, hein, dans les bars, ou comme Billy Joel. Et tout ça, donc, se mélange. Et ça fait quand même un groupe avec un aspect important, c'est que Manzarek était beaucoup plus âgé que les autres. C'est-à-dire que lui, il commence les Doors, il a déjà 30 ans. Alors évidemment, c'est rien 30 ans, hein, mais à l'époque, c'était énorme, puisque les groupes qui marchaient étaient tous des petits jeunes, surtout en Californie.
Et en Angleterre, un jeune qui s'appelait Stevie Winwood débarquait avec 15-16 ans, je crois, simplement. Mais alors donc, tu veux dire par là ce sont quoi, 4 univers différents qui arrivent à former un groupe de rock? Ils arrivent surtout à se mettre d'accord entre les textes de Morrison, qui sont quand même un univers à eux seuls, et puis les musiques des autres. Et en l'occurrence, soit ils signent ensemble The Doors, notamment sur le dernier. Alors on peut penser que c'est aussi pour aider Morrison, hein, qui était quand même bien mal en point en 1971. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Krieger en faisait beaucoup. Par exemple, on ne va pas l'écouter encore une fois parce que c'est très long, mais Light My Fire, c'est entièrement Krieger. Même la mélodie est Krieger. Évidemment, chanté par Morrison, c'est mieux. Mais il faut donc rendre à César ce qui lui appartient, parce qu'il y a des morceaux qui sont entièrement dus à l'imagination de quelqu'un d'autre que Morrison, qui magnifie, mais qui n'a pas toujours été très actif dans la création. Et puis, alors, il y a ce que je découvre par les infos que tu m'as envoyées, parce qu'on travaille de temps en temps un petit peu, quand même, légèrement, mais on essaye, c'est que tu trouves dans les Doors des origines blues. Alors, c'est vrai qu'on va écouter un titre dans pas longtemps qui s'appelle Roadhouse Blues et qui est très blues, mais jamais j'aurais pensé que chez les Doors, il peut y avoir des racines de blues. C'est ce qu'ils revendiquent, en fait. Il y a notamment beaucoup de versions de Backdoor Man qui figurent sur leur live. Il y a des reprises de grands noms du blues qui figurent sur plusieurs albums. Si on prend juste l'exemple d'L.A. Woman, il y a 2 reprises de blues et 2 morceaux blues composés par les Doors. Alors qu'à ce moment-là, ils en sont à un stade où ils peuvent vraiment s'émanciper de toutes leurs racines. Donc c'est la preuve que c'est important. Sur les lives, il y a toujours du blues, et le sens de l'improvisation, en particulier guitare et clavier, vient du blues aussi, et du jazz. Mais effectivement, c'est une revendication de leurs influences principales, et ça ne les empêche pas de faire du Kurt Weill en parallèle. Voilà, c'est ce mélange-là qui fait les Doors. Hein. C'est des univers dont on considérerait à la base qu'ils ne sont pas forcément compatibles. Eh bien, on va écouter justement un morceau de blues, peut-être, je ne sais pas si c'est certainement le plus connu, mais un très très bon morceau de blues que je mets souvent dans mes différentes émissions de blues. On est en 1970, l'album c'est Morrison Hotel, comme par hasard, et le titre c'est Roadhouse Blues. Keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. choo-choo, honk, 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 a-dun-dun.
Shakuna Beach, Papalula Beach, Pompa Beach, ils sont conquérés. Ashen lady, Ashen lady, give up your vows, give up your vows. Save our city, save our city, at night. And I woke up in the morning, I got myself a beer. And I woke up in the morning and I got myself a beer. The future's uncertain and the end is always near. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll all night long. Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Merci, monsieur, pour la pub pour Spotify et Apple. En tous les cas, si vous écoutez WDMZ et avec David Toji, c'est cette fois-ci, nous nous sommes occupés de régler le problème des Doors. Est-ce qu'on peut parler de problème des Doors? Je n'en sais rien. Mais déjà, tu as mis le couteau dans la plaie en me disant dès le départ qu'il n'y avait pas que Morrison dans les Doors. Et tu as raison, il y avait Krieger, il y avait Manzarek. Au fait, Krieger, c'est... Oui, il alors, est de chez nous ou pas? Krieger, outre le fait qu'il vient d'une famille juive, il est l'un de plusieurs de l'entourage des Doors, qui fait que, comme beaucoup d'ailleurs de groupes dits contestataires californiens de l'époque, les Juifs étaient très nombreux. Alors ça s'explique par l'aspect politique, parce que contestation voulait dire engagement politique, et que pour pas mal de ces familles juives dont les enfants faisaient du rock, mais il y avait aussi le souvenir du fascisme, du nazisme, des oppositions politiques par rapport aux réactionnaires américains, de la condition afro-américaine qui était importante à l'époque. La guerre du Vietnam, Nixon. Exactement. Et donc là-dessus, ils avaient des choses à dire, et surtout, ils avaient une voix un peu singulière parce qu'ils ramenaient toujours ce côté littéraire. Hein. C'est Bob Dylan qui l'a un peu donné à tout le monde, entre guillemets, et c'était un bon exemple. Mais si on prend Grateful Dead, Jefferson Airplane ou tous ces groupes dans le Quicksilver, etc., il y avait toujours un juif quelque part. Et chez les Doors, au-delà de Krieger, il y avait l'environnement en fait du business, c'est-à-dire que le patron d'Electra, la maison de disques, était juif. Les deux producteurs ingénieurs du son, Botnick et Rothschild, étaient juifs. Rothschild, c'est juif Attention, parce que ça s'écrit Rothschild avec sans S. Hein. Oui, mais Paul Child, Rothschild, c'était quand même un producteur très célèbre grâce aux Doors, justement. Et c'était assez typique, oui, du rock californien. Et c'est un mouvement qui a perduré ensuite. Si on prend l'exemple de Van Halen, qui venait aussi de Californie, par exemple, avec David Lee Roth, qui était non seulement très juif dans sa façon de faire le clown, mais aussi très juif sociologiquement, puisque son père était un médecin spécialiste qui a réussi à s'en sortir avec son fils qui était hyper actif en lui faisant faire du sport et de la musique. Tu parles de Van Halen ou de David Lee Roth? Là, je parle du papa de David Lee Roth. Oui. Le Eh docteur le docteur Roth, oui. Mais et non pas le docteur Ruth, c'est autre chose. Ça, c'est une autre. Docteur qui est Ruth. célèbre aussi. Oui, bien sûr. La pauvre, elle est décédée il y a quelques années déjà. Alors, revenons aux Doors, donc un environnement juif, mais pas que, quand même. Ah non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait un environnement juif. Je voulais simplement souligner que c'était typique de l'époque et que ça a aussi permis d'accomplir certaines choses et d'en éviter d'autres. Hein. On sait très bien que, par exemple, dans l'utilisation de la violence, alors je vais passer à un autre sujet là, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est que les Juifs d'extrême gauche de mai 68 n'ont pas commis
d'attentats mortels, contrairement aux Italiens et aux Allemands, parce qu'ils étaient, eux, fils de déportés qui avaient subi ces violences un petit peu J'en ai aveugles. Puisque tu parles des juifs d'extrême gauche, je ne sais pas que je les ai tous connus, mais on parle de ma génération. Tu sais pourquoi les... Je te sens venir. Ah bon, tu la connais Oui, peut-être. tu vas me parler de Daniel Ben Saïd. Oui. Voilà, donc ça, je la c'est connais. foutu. C'est foutu. Bon, on va la raconter quand même. J'ai dit là, alors pourquoi on ne parlait pas Non, yiddish vas-y. dans le comité directeur des trotskistes, dans Lambertis, je crois? Eh bien, tout simplement parce qu'au milieu de Krivine et des Cohn-Bendit et des autres, qui d'ailleurs qui n'étaient pas trotskistes comme Bendit, enfin je dis des bêtises, mais enfin il y en avait beaucoup de... Comme a dit, tu étais anarchiste, Ouais. mais il y avait des Mao, LCR, Ouais. Et puis des Mais dissidents. il y avait beaucoup donc de juifs et ashkénazes, et donc ils ne parlaient pas yiddish entre eux, parce qu'il y avait Ben Saïd qui lui venait d'Algérie ou du Maroc, je ne sais plus d'où. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec les Doors, monsieur. Si, justement, on peut se rattraper aux branches quand même, parce qu'on peut dire que les Doors étaient des militants politiques d'une certaine manière. Ils ont fait des chansons anti-guerre, comme Unknown Soldier, par exemple, Oui. qui étaient très importantes, parce qu'avec le charisme de Morrison qui s'écroule sur scène en faisant mine de recevoir une balle, c'est un message politique très fort. Donc oui, ils étaient engagés. Sa façon de faire des provocations sur scène, c'était aussi engagé, parce que on va pas retenir seulement qu'il a montré les choses de la vie. Ça lui a coûté très cher. Ça lui a cette histoire coûté de très cher. Miami, D'ailleurs, quand même. il a pratiquement dit qu'après, il voulait plus faire de concerts parce Absolument. qu'il se sentait piégé par son Et image. il était poursuivi aussi aux États-Unis. C'est pour ça qu'il est venu en France, d'ailleurs. On retrouve ce militantisme chez John Densmore, qui est un des deux survivants, qui, à son grand âge, a toujours refusé que le nom et la musique des Doors soient associés à des opérations commerciales, Oui. à certaines rééditions, etc. Apple, entre autres, et je ne sais En pas disant que c'était pas dans l'esprit du groupe et que c'était pas démocratique, etc. Et les sommes qu'il a refusées sont quand même monumentales. On parle de 15 millions pour un clip d'une minute. C'est incroyable. Il y a quand même des gens qui ont un honneur. Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'aurais accepté. Mais Bah, enfin, bon. écoutez les musiques de pub, vous comprendrez ceux qui ont un honneur et ceux qui n'en ont pas. Tout simplement. Alors, on va écouter un autre titre que j'aime beaucoup aussi. Donc, merci pour la sélection, cher David. Hello, I Love You. On est en 1900. Donc, on revient un peu en arrière. On est en 1968. L'album, c'est Waiting for the Sun. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album et sur cette époque des Doors? Bon, il suffit de regarder la pochette. Morrison commence déjà à pas aller très bien. Il est assez largement alcoolique et il se pose aussi des problèmes philosophiques. C'est-à-dire que l'un va avec l'autre. Et à côté de ça, ce morceau, moi, m'intéresse aussi parce que c'est assez typique du Flower Power dans son délire. C'est-à-dire que bonjour, je t'aime. Voilà. C'est pas la peine d'en dire plus. C'était souvent ce qui se passait avec les Beatles aussi. C'était souvent ce genre de petites phrases qui ne vont pas trop loin. Mais je te rassure, à cette époque, on était un peu tous tarés. Bon, bref. Hello, I Love You. Les Doors, on est en 1968. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angel's side? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams.
Hello, I Love You, les Doors en 68. Alors, bon, je sais que c'est volontaire, mais on a quand même dans ces années-là, et c'est pas que les Doors, hein, des titres qui font 2 minutes et quelques, quoi, c'est tout. Ils se cassaient pas la tête quand même, franchement. Ah là, je vais te dire que je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'on a fait, nous, le choix de prendre des morceaux courts pour en mettre le plus possible, et parce que le format de l'émission s'y prête mieux, mais non seulement les Doors faisaient des morceaux très longs, peut-être même avant les autres, hein, puisque si on prend par exemple en 1967 The End, il doit faire dans les 10 minutes, When the Music's Over c'est 10 minutes aussi, et alors quand ils improvisaient sur scène c'est 15 minutes, donc difficile de trouver ils n'ont pas battu Iron Butterfly Inagada la Vida. C'était déjà en 69, je pense. Ouais. Et de toute façon, les Stones avaient déjà commencé avec un morceau de 8 minutes sur Aftermath. Les Beatles commençaient déjà à y réfléchir et ils l'ont fait avec les collages de l'album blanc. C'était tout simplement dans l'air du temps et ça allait aussi avec ce qu'on appelait les albums concept, où pour développer une histoire, on ne pouvait pas rester dans le même format. En fait, je crois que tu confonds peut-être avec ce qui était imposé pour certains groupes, notamment peut-être les plus brefs et les plus maîtrisés, c'est-à-dire ceux qui venaient du Brill Building, qui en 65 n'existait plus, hein, ou de la Motown. C'est que là, c'était vraiment calibré. Certains groupes anglais qui étaient dans le British Beat et qui étaient bien avant l'expansion de tout ce qui était psyché et blues en Angleterre, qui eux aussi avaient ce calibrage. Mais c'est justement une des choses que les années 60 ont vu évoluer et que les Doors ont changé, ça. Parce qu'il y avait quand même pas mal de morceaux de plus de 6 minutes. Donc simplement, la playlist de ce soir est un petit peu trompeuse. Elle est un petit peu trompeuse, d'autant plus qu'en réalité, est-ce que c'est pas le fait de leur période, je ne sais pas si on peut parler de période, mais de leur côté psychédélique, parce que c'est le côté psychédélique aussi imposé certains des titres un peu longs, parce qu'on était un peu tous défoncés à cette époque, et donc on aimait les périodes un peu longues. Je pense au Pink Floyd avant, et même à Iron Butterfly. Même un groupe qui n'a rien à voir, parce que c'était un groupe de soul, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Rare Earth, avait sorti un titre qui faisait également 20 ou 25 minutes. Il y en avait, donc tu as raison, il y avait à cette époque, et je peux le confirmer, j'étais DJ, on posait des titres qui faisaient 15 ou 20 minutes. Pendant ce temps, moi, j'allais me restaurer ou draguer la petite jeune fille qui était à côté de moi. Voilà. Oui, mais ça n'a rien à voir. On revient aux Doors. Monsieur Togis. Oui, non, mais comme il n'y a pas de question, non, il n'y en a pas. J'allais simplement dire qu'il ne faut pas se tromper non plus. Comme les Doors n'imposent pas un solo de guitare à chaque morceau, ils pouvaient se permettre de faire très court s'ils estimaient que ça devait être une sorte de coup de poing. Et les morceaux longs étaient plutôt des morceaux avec une ambiance qui se développe plutôt qu'un concours de solo. Dans Light My Fire, il y a effectivement un long solo de guitare, mais si on prend Riders of the Storm, le solo de clavier est extrêmement évanescent. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, et dans LA Woman, on retient pas forcément le solo, mais surtout la puissance de la basse et la rapidité du tempo. Simplement, ce qui était important, c'était les arrangements, je crois, et coller le plus possible à cette voix un peu caverneuse de Morrison, où ça ne pouvait pas ressembler à quoi que ce soit d'autre. Cela dit, on pouvait faire du psychédélisme court, hein, parce que, contrairement à ce que tu as dit, Pink Floyd était surtout psychédélique à l'époque de Syd Barrett, et les morceaux étaient courts, à quelques exceptions près. Et quand Pink Floyd a fait des morceaux plus longs, c'était pas le côté psychédélique, c'était le côté art rock, c'est-à-dire on met en place des structures extrêmement planantes, avec ou sans solo. Et je crois qu'il y a pas mal de groupes de ces années-là, peut-être comme Moby Grape, comme Love, qui était très psychédélique, et qui était californien aussi, et qui pouvaient faire des morceaux courts. Donc c'était surtout une question de liberté, je pense. Et d'ailleurs, sur leurs albums, on trouvait de grandes différences dans la durée des morceaux. Alors on va écouter un morceau qui lui fait 4 minutes 02, donc il est ni court ni long, mais enfin qui est pas mal. Et c'est en 70,
l'album, on a déjà écouté Roadhouse Blues tout à l'heure, c'est l'album Morrison Hotel. D'ailleurs, pourquoi ce nom, Morrison Hotel? Alors, je ne pourrais pas te dire, peut-être que ça les a amusés de voir que c'était le nom de leur chanteur ou que c'était un de leurs quartiers général, mais je n'ai pas étudié la question, je suis désolé. Je voulais quand même juste dire que Oui, mais dis. sur le même album, puisqu'on a écouté Roadhouse Blues, on a quelque chose de totalement différent qui vient du même album. C'est pour montrer cette capacité à ne pas lasser l'auditeur, et puis surtout avec des arrangements extrêmement prenants, et c'est ce que moi j'aime beaucoup dans ce morceau. Eh bien, on va écouter ton choix qui est Waiting for the Sun. At first flash of Eden, we raced down to the sea. Standing there on freedom's shore, waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun. Can't you feel it now that spring has come? That it's time to live in the scattered sun. Waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun, waiting, 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 waiting for you to come along. Waiting for you to hear my song. Waiting for you to come along. Waiting for you to tell me what went wrong. This is the strangest life I've ever known. Can't you feel it now that spring has come? That it's time to live in the scattered sun. Waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun. On est bien dans l'atmosphère des Doors, là, quand même, franchement. Il y a un côté, c'est vrai, c'est cette voix, tu disais caverneuse, moi je dis un peu lancinante, qui peut pas échapper à l'oreille des jeunes que nous étions à l'époque, puisque c'était quelque chose de particulier, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'on pouvait ne pas aimer et aimer les Doors.
au départ, moi, je ne les connaissais pas, mais dès que j'ai écouté les Doors, en plus, c'était dans une boîte, donc le son n'était peut-être pas le meilleur, j'ai dit, ça, c'est quelque chose à écouter, et Oui. ça, j'aime. Ça n'avait pas d'équivalent à la fois au niveau de la tessiture, mais aussi au niveau d'une certaine théâtralité, parce que les bons chanteurs, entre guillemets, ils allaient haut, c'était spectaculaire, notamment dans les débuts du hard rock, où il fallait aller très haut, ou dans certains exemples virtuoses des auteurs, compositeurs, interprètes comme Elton John. Billy Joel n'était pas encore là à l'époque, et c'est pas non plus le meilleur chanteur, mais c'est surtout un savant travail d'arrangement, de sons de clavier, parce qu'ils sont très divers, les sons de clavier de Manzarek. Et puis, il faut quand même dire que le producteur a joué un rôle monumental, parce que ça sonne d'une manière qui ne vieillit pas. Même sans la remasterisation. Nous, on a la chance d'écouter ça au casque quand on est derrière la vitre. Mais le travail du son a quelque chose d'extraordinaire. Et ça aura une influence intemporelle. Et d'ailleurs, en parlant d'influence, c'est pas pour rien que à la fin des années 70, les amateurs britanniques de New Wave, de Cold Wave, de Bad Cave, etc., ont tout de suite accroché sur cette ambiance que les Doors avaient instituée, et ça a laissé une trace énorme. Et c'est pour ça qu'en 81, il y avait cette fameuse couverture provocatrice de Rolling Stone, qui est pourtant un magazine américain et pas anglais, mais ça a quelque chose qui a influencé jusqu'à Noir Désir ensuite. On rappelle la couverture de Rolling Stone. Alors justement, là, je vais comme ça pas trahir le texte. Il est hot, il est sexy et il est mort. Parce que hot en français c'est difficile à traduire, mais en anglais c'est he's hot, he's sexy and he's dead. C'est horrible. Avec Jim Morrison torse nu en couverture. Oui. Mais ça fait vendre des t-shirts après aussi. Hein. Non, je comprends. Cela étant, c'est comme on peut parler 2 minutes de la personnalité de ce monsieur. Bon, ça fait 3/4 d'heure que t'en parles, mais bon, on peut en parler parler 2 minutes de plus. On peut en parler 2 minutes de plus. C'est-à-dire que je veux dire par là quand même. Il est donc, on sait qu'il est enterré au Père-Lachaise, mais là n'est pas la question. Non, il n'y est plus au Père-Lachaise depuis longtemps. Ah, il n'y est plus, il est parti où maintenant ? La famille l'a remmené aux États-Unis, mais ça n'empêche pas les pèlerinages d'avoir lieu quand même. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'il n'y a rien dans cette tombe. C'est pas vrai, tu vois, je le découvre avec toi. Oui. Ils en avaient marre, qu'est-ce que tu crois ? Ils en avaient marre. Enfin, il faut savoir ce que les gens font sur la tombe de Morrison. C'est horrible. Non, c'est pas forcément horrible, mais en tout cas, c'est réprouvé par la morale. Un peu quand même, oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce personnage est hors norme. Et il avait quand même des gros problèmes de santé, mais pas dus à des problèmes classiques. L'abus d'alcool, l'abus de drogue. Mais ça, c'est pas un problème de santé, ce sont des habitudes qu'il a prises par rapport à un mal-être lié à ce qu'il aimait, c'est-à-dire que ses textes étaient tortueux, il avait probablement un côté morbide, et puis il faut quand même pas oublier que dans ses premières interviews, on lui demande alors, et vos parents, ils sont morts, alors qu'il n'était pas mort. Donc c'est quelqu'un qui psychologiquement allait mal dès le départ. Voilà, alors ça peut expliquer ce qui se passe par la suite. C'est la santé mentale. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'artistes de cette époque qui avaient des problèmes de drogue et de boisson, c'est pas les seuls. Je pense à Janis Joplin, d'ailleurs elle est morte au même âge, c'est le fameux club des 27. Oui. Cela étant, il pouvait pas vivre très longtemps, quoi. C'est un peu comme mon chien qui a des problèmes de fente palatine. Je sais qu'il ne va pas vivre 10 ans. On aura tout entendu. Non, mais sérieusement, bien sûr que si, il aurait pu vivre longtemps. Toute la question, c'est comme pour Hendrix, Brian Jones. Même club. Des gens qui avaient sans aucun doute un moral qui n'était pas toujours au beau fixe, et surtout une créativité qui était liée à des idées un peu suicidaires et à la recherche des limites. Mais le cas de Morrison qui renie ses parents, ça va quand même très très loin. Il s'invente une vie. Dylan s'était inventé une vie, mais c'était quand même un peu ridicule, mais beaucoup moins méchant, parce qu'il dit j'ai fui de chez mes parents, alors qu'il n'avait pas fui du tout. Heureusement que papa était là. Ou que Lou Reed, si on prend des personnages juifs, mais je crois que ça a accompagné en fait une espèce de fuite en avant, et il a été tellement effrayé par l'image qu'il avait. Je ne suis pas certain qu'avant de faire de la musique, il se prenait pour un sex symbole, et d'ailleurs qu'il était spécialement sex symbole. Après tout, il n'avait peut-être pas ce fameux pantalon en cuir au début. Non, tu as raison. Je pense qu'il a accompagné tout ça de prise de drogue et d'alcool, et qu'il a perdu le contrôle. Mais quand
quand tu as quelqu'un qui, à 27 ans, dit « je veux faire de la poésie à Paris et je veux être connu en tant que poète et écrire des textes et ne plus être chanteur et ne plus faire de scène », c'est pas quelqu'un qui veut mourir non plus. Tout comme Hendrix, qui commençait à s'intéresser au jazz, qui aurait fait, je sais pas, peut-être des œuvres classiques et qui est mort dans des conditions atroces aussi. Janis Joplin, c'est autre chose, parce que là, je pense qu'il y avait vraiment un désespoir chez elle, pour reprendre le club des 27, ou Amy Winehouse, pour changer un peu de genre. Il y a une forme de désespoir, là, dans la vie. Waiting for the Sun, c'est un album de 68, on vient d'en parler. On va écouter maintenant 5 to 1. Un morceau bien déjanté, justement. Un morceau bien déjanté. Eh bien voilà, 5 to 1, les Doors, c'est sur WDMZ avec David Togis. Come on. Love my girl. She looking good. Come on. One more. 5 to 1, baby. 1 in 5. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try. The old get old and the young get stronger. May take a week and it may take longer. They got the guns, but we got the numbers. Gonna win, yeah, we're taking over. Come on! Your ballroom days are over, baby. Night is drawing near. Shadows of the evening crawl across the years. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Come together one more time. Get together one more time. Together one more time. Get together. Get together one more time. 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 Get Hey, come on, honey. Go along home and wait for me, baby. I'll be there in just a little while. You see, I gotta go out in this car with these people. Get together one more time. Get together one more time. Get together, got to get together, got to get together, got to take up in the mountains and C'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra dans ce studio, chers amis, parce que vous verriez
la Je transformation vois pas de de quoi vous David parlez. Logis en zombie. Non. Alors, Alors, pour être sérieux, parce qu'il faut toujours être sérieux à un moment, dans le film d'Oliver Stone, ce morceau a servi à la scène la plus déjantée du film, où effectivement Morrison est au maximum des délires liés aux substances illicites. le fameux film d'Oliver Stone sur les Doors, bien sûr. Très contesté, bien sûr, parce qu'il donne une image. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il est contesté, Oui. ce film, d'ailleurs par les ayants droit, je crois. Et oui, parce qu'il y a la fille de Pamela Courson, qui est donc la dernière compagne de Morrison, et Densmore, qui est toujours vivant. Krieger, lui, ayant cherché quand même à faire revivre l'esprit du... Je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, des projets après Doors, mais il a quand même cherché, parce qu'on voulait quand même passer un morceau d'après Morrison. Eh bien, on va le passer. Non, Au mais revoir. d'abord, je voulais... Oui, tu as raison, on va le passer. Mais on ne peut pas ne pas parler des Doors sans dire quelques mots, au moins, même s'il nous reste une dizaine de minutes, sur Elle et Woman, cet album... J'aime bien ta façon d'imposer le débat. Non, On mais ne oui. peut pas ne pas. Mais oui. La double négation. La double négation. Elle est bien connue dans les débats politiques. Écoute, on va faire venir un prof de rhétorique. Hein. Alors attends, Elle et Woman, on est d'accord tous les deux là-dessus. Non. C'est leur meilleur album. Moi, avant que tu finisses, je dis non, comme ça je suis tranquille. Alors, encore une fois, c'est un point de vue, parce que souvent, notamment dans la fameuse critique extraordinaire que nous avons en France, qui est vraiment la meilleure du monde, la critique rock, Je souvent... pense qu'il est ironique, là, mais j'ai rien dit. Souvent, on considère que c'est le premier album parce que le groupe donne tout, il a une vitalité incroyable. Ça peut être vrai. Et donc, pour certains, le premier est un miracle absolu. Mais effectivement, en ce qui me concerne, je trouve que l'intérêt de L.A. Woman, que j'ai réécouté récemment exprès pour cette émission, c'est justement qu'il apporte une plus grande profondeur, une inspiration qui est extrêmement variable, ce qui fait que ça enlève toute possibilité d'ennui, voire même de prendre de l'avance en disant oui, tiens, là, il va faire ça et ça. Et ça, c'est quand même formidable. Il y a des morceaux qui ont été repris de façon extrêmement diverse. Alors, Roadhouse Blues par Blue Oyster Cult, entre autres. Mais la reprise de L.A. Woman par Billy Idol, c'est quelque chose. Hein. Alors, ça peut déplaire, hein, mais ça montre toute l'énergie qu'il y a dans cette chanson. Donc oui, pour moi, c'est la richesse qui fait que c'est le meilleur album, mais on peut parfaitement proposer aux auditrices et aux éditeurs, je parle comme un homme politique en mettant le féminin avant, de commencer par le premier. Il me fait rire. On est en 1971. Celles et ceux. Oui, celles et ceux. Et nous allons écouter, mesdames et messieurs, votez Voilà, pour moi. mesdemoiselles aussi. Et nous allons écouter l'America, un titre que je ne connais pas du tout. Et aussi ceux qui n'ont pas de sexe du tout, donc ni mesdames ni messieurs. I took a trip down to La America to trade some beats for a pint of gold. I took a trip down to La America to trade some beats for a pint of gold. La America, La America, La America, La America, La America, La America. Come on, people, don't you look so down. You know the rain man's coming to town.
find yourself l'America. Like the gentle rain that falls. I took a trip down to America to trade some beats for a pint of gold. I took a trip down to America to trade some beats for a pint of gold. America, 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 Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Alors, avant de passer le dernier morceau, qui est un morceau post-Doors, je voulais que tu dises deux mots sur Morrison. oui, post-Morrison, excuse-moi. Oh là là, Les Doors ont existé. Voilà. Tu voulais, Après. ça fait longtemps que tu as envie de nous dire que les Doors ont existé après Morrison. Alors dis-le. Et alors voilà, c'est dit. Deux albums, Other Voices en 71, donc la même année Oui. que LA Woman, et puis l'année suivante, Full Circle. Vous allez juger vous-même. Les critiques considèrent que Tightrope Ride, qu'on va écouter, est une réussite mineure, composée par Manzarek et Krieger. Et donc, il n'y a pas d'autres chanteurs, c'est uniquement les trois restants. Et moi, je considère que c'est quand même une musique qui correspond à peu près à ce qui se faisait aux États-Unis à cette époque, avec un côté un petit peu latin, un son un petit peu rond. Et évidemment, Morrison n'étant plus là, on n'a même pas l'ambiance des Doors sans lui. Mais c'est une curiosité parce qu'effectivement, toi-même, tu le découvrais. Il y a eu deux albums qui sont maintenant difficiles à trouver d'ailleurs, sans Morrison. Et puis ensuite, en 78, il y a eu ces poèmes mis en musique aussi par les trois autres, qui n'est pas extraordinaire non plus, qui s'appelait... ça m'échappe, An American Prayer. Et donc voilà, un extrait d'Other Voices qui s'appelle Tightrope Ride. Eh bien, on va terminer avec ça. Merci pour ce moment, monsieur David Togiste. Et puis, à très bientôt. Ciao. Bye bye. Tightrope Ride. You're on a tightrope ride, nobody by your side. Well, you're all alone, gotta find a new home. Don't go over the line, you better keep on time, or you'll lose your mind on your tightrope ride. Watch out, don't fall. Careful, don't slip. You better get your balance. You have to feel the wave. There are no more questions, no answers today. There are no reasons. Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info
et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast dont Apple et Spotify.